Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Vous l'avez sûrement probablement déjà vu sur les réseaux sociaux. Le samedi 20 mai à Saragosse, en Espagne, un EF-18 s'est abîmé dans le périmètre de la base. Le pilote s'est éjecté, a été conduit à l'hôpital. Il va survivre. Il a des blessures apparemment au niveau des membres inférieurs, mais quand on voit les images, on se doute qu'il s'en tire bien parce que cette éjection un petit peu au dernier moment aurait pu beaucoup plus mal se terminer. Ce que je vous propose dans cette vidéo, je ne suis pas enquêteur, n'ayant pas toutes les informations, il est urgent d'attendre le compte-rendu de l'enquête, mais c'est de mieux comprendre ces images en 3 points. Le premier point, c'est en nous intéressant un petit peu au EF-18 Hornet, qui est plus que vieillissant. Ensuite, très rapidement, la base de Saragosse, où j'ai eu la chance d'être déployé pour le NATO Tiger Meet 2016 avec des Rafales, c'était un excellent souvenir. Ensuite, nous allons regarder des cas de crash aérien en meeting, et vous allez voir, ça arrive souvent pour la même raison. Et ensuite, très rapidement, nous allons essayer de commenter les images que l'on a à notre disposition, mais encore une fois, je ne peux pas vous faire de promesses non réalistes, non pas beaucoup d'informations. Allez, c'est parti. Roger, ball. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, c'est l'Espagne qui a été le premier client du FA-18. F pour Fighter, A pour tout ce qui est attaque au sol. L'Espagne a rejoint l'OTAN en mai 1982. Il fallait remplacer des F-4C, des F-5, des Mirage. Il a été question, pendant un moment, de prendre 42 F-4E en prêt de l'US Air Force et ensuite d'acquérir 72 F-16, très à la mode en ce moment. Mais avec l'arrivée du F-18, qui, je vous le rappelle, a fait son premier vol en 1978, et ensuite a été opérationnel pour les versions A et B en 83, les versions CD en 87, il y avait l'arrivée d'un bimoteur. Et les Espagnols ont préféré le bimoteur au F-16, petit chasseur monomoteur. Et c'est donc en décembre 82 qu'il a été annoncé qu'il voulait acquérir des F-18, mais des 72A et 12B, donc A étant le monoplace, B étant le biplace, rapidement, pour des raisons budgétaires, ils sont descendus à 60 F-18A et 12 F-18B. Il y a eu des accords, comme quoi la maintenance se ferait en Espagne avec CASA, qui va également récupérer toute la maintenance des Hornets en Europe, par ces F-18 Hornet, et également les aéronefs de la 6e flotte, la flotte de la Méditerranée. Le premier avion est sorti de les usines de Boeing de Saint-Louis le 22 novembre 85, c'est plus vieux que moi. Premier vol le 4 décembre 85, premier biplace c'était en juillet 86, il arrive en Espagne et ils peuvent donc commencer la formation des instructeurs sur cet aéronef-là. Derrière, il a fallu attendre 1988, septembre 1988, pour être enfin opérationnel sur F-18. Et la philosophie à ce moment-là, c'était de faire 4 escadrons spécialisés. Le 121e faisait plutôt de l'attaque anti-surface avec le Harpoon, l'équivalent de l'Exo 7, et donc devait taper les navires. 151e et 122e faisaient de la chasse tout temps, des interceptions, et le 152e de la SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, la fameuse suppression des systèmes solaires adverses, avec le fameux missile AGM-88 ARM que l'on retrouve en ce moment en Ukraine. Mais, il y a des évolutions. Il y a des évolutions. En 1993, il passe aux versions CD. C'est 46 aéronefs qui sont rétrofités, pas tous. Ensuite, derrière, il récupère à partir de 1995 des aéronefs en surplus de la Navy pour compenser le départ des F-5. Il manquait d'aéronefs dans l'armée de l'air espagnole à ce moment-là. Et c'est donc une unité, la 211e, qui se retrouve sur F-18. Le F-18, c'est grosso modo la même masse qu'un Rafale. Confondez pas le Hornet et le Super Hornet. Le Hornet, c'est le Legacy, comme on dit, l'ancien. 23 tonnes 5, Mach 1.7, niveau 500. Un aéronef qui a fait ses preuves. Environ 1480 qui ont été fabriqués. Et en 1995, ils ont eu les fameux AIM 120, les AMRAAM, tir et oubli. Donc oui, au début du Hornet, c'était du Fox One Shooter. Je tire, mais je dois éliminer ma cible. Mais ça montre bien, en Europe, depuis 1995, on sait faire, on a des avions, on a des tactiques qui sont tir et oubli, ce qui manque à l'heure actuelle, encore une fois, aux Ukrainiens.
Voilà pour le Hornet, qui est un très bon aéronef. J'en ai jamais fait. J'ai néanmoins fait ma formation sur T45, qui est une avionique qui est faite pour préparer au Hornet. Donc la philosophie est à peu près la même. C'est un peu une grosse barque, mais qui marche très bien avec très haute incidence et qui est plus manœuvrante dans cette première version que dans les versions beaucoup plus lourdes, plus modernes. La base de Saragossa, comme je vous disais, Natomic Tiger Meet en 2016, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le terrain de secours pour un navette spatiale jusqu'à ce qu'elle soit retirée du service. Ça a été créé en 1954 et jusqu'en 92, c'est l'Amérique qui était là. Vous vous rappelez les Américains, un peu partout en Europe, ils sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale, je me envie de dire pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils sont restés dans beaucoup d'endroits. Et c'était donc une de leurs bases. Ils sont à 263 mètres d'altitude, donc on n'a pas de phénomène de haute altitude, même s'il peut faire chaud. Deux pistes, 3718 mètres, ce qui est largement au-dessus du standard OTAN, ce qui s'explique avec la navette spatiale. Et sinon, 3024 mètres. Pourquoi ces pistes longues? La température, il peut vite faire chaud à Saragossa. Le F-18 est également l'avion utilisé par les Blue Angels, l'équivalent de la patrouille de France, qui fête ses 70 ans ce week-end, hein, qu'on salue. Les Blue Angels, qui font donc de la patrouille très rapprochée, c'est un avion qui va très vite. Par rapport à l'Alpha Jet, c'est un avion de chasse, hein, vraiment, donc c'est pas un avion d'entraînement. Donc vous êtes sur des volumes d'évolution et des vitesses d'évolution qui ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, les Blue Angels n'utilisent pas le système anti-G pour principalement des histoires de poids, mais également parce qu'ils au moment du pilotage, en fait, ils n'aiment pas avoir des combinaisons anti-G qui se gonflent parce que ça ferait bouger leurs mains au niveau de leur technique de pilotage. Enfin, il y a différentes légendes urbaines sur ce sujet. Maintenant, je voudrais parler un tout petit peu d'accident aérien. Donc, en accident, en meeting aérien, vous devez piloter des repères. Exactement comme un pilote de ligne a des repères lors d'une approche pour savoir s'il est stabilisé et qu'il continue l'approche, ou s'il n'est pas stabilisé et qu'il doit interrompre son approche, remettre les gaz, remettre plein gaz et repartir. En tant que pilote de ligne, quand vous voulez vous poser sur une piste, à 300 mètres sol, 1000 pieds, vous regardez si vous êtes dans les critères de stabilisation. Est-ce que vous avez commencé votre checklist atterrissage? Est-ce que vous êtes à moins 2 nœuds plus 5 nœuds? Est-ce que vous êtes à plus ou moins 50 pieds? Les critères varient en fonction des avions et des compagnies. Ensuite, à 500 pieds sol, 150 mètres, vous devez revérifier que vous êtes toujours stable. Vous pouvez poursuivre l'approche. Et donc là, c'est pas moins 0 nœud, plus 3 nœuds, plus ou moins 20 pieds, checklist terminée. Si ce n'est pas le cas, remise des gaz. On repart. La philosophie en meeting aérien est la même. Vous avez des points clés comme en voltige. Par exemple, vous voulez faire une boucle. Je prends des chiffres au hasard. Hein. On va dire 300 nœuds, 250 nœuds, 150 nœuds, 250 nœuds. Si vous êtes né vers le bas comme ça, enfin vous voyez que vous êtes mal embrigadé, vous avez un point de repère. Voilà, vous savez que né à 90 degrés, il vous faut 250 nœuds. Si vous voyez que vous avez par exemple 300 nœuds, comme ça, c'est pas une situation d'avenir. Vous ne devez pas être là. Normalement, si vous avez bien respecté les autres points, ça ne doit pas arriver. Mais là, eh bien, il faut interrompre ce que vous faites. On met plein réduit et on fait une récupération. C'est-à-dire que la sécurité prime sur votre cordeau, prime sur l'ensemble des figures. Et en permanence, par exemple, vous êtes sur le dos ici, paf, on va dire vous êtes à 2000 pieds, on va dire 3000 pieds sur le dos. Vous savez que pour partir nez bas, il va vous falloir, on va dire, 1500 pieds d'altitude si votre vitesse d'entrée est à 150 nœuds. Si votre vitesse d'entrée est à 170 nœuds, c'est plus cette altitude-là qu'il faudra, mais 500 pieds de plus. Si vous rajoutez encore 30 nœuds, 500 pieds de plus. Si vous prenez 100 nœuds de plus, il vous faut 5000 pieds de plus. Et donc, vous devez savoir en permanence le volume d'évolution de votre aéronef en fonction de sa vitesse. C'est comme en voiture. À très basse vitesse, vous pouvez faire un créneau facilement. À très haute vitesse, sur l'autoroute, les rayons de virage ne sont pas les mêmes. Même philosophie, et donc nous connaissons en permanence ces points de repère et nous allons d'un point de repère à un autre point de repère de manière à pouvoir en permanence prendre les bonnes décisions. Je poursuis ou j'interromps. Vous êtes dans votre cockpit, vous êtes écrasé par la force G. Quand je faisais du Rafale en démo, des fois on va peser 5, 6, 7, 8, 9 fois son poids. C'est pas le moment de commencer à réfléchir. Et si vous n'avez pas fixé des critères de go, no go en amont, vous ne les respecterez pas. Vous pourrez aller à l'accident. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec F-18, F-16, Mirage 2000, Rafale, Typhoon, tous ces avions électroniques, quand vous donnez un ordre, ça passe via un ordinateur qui, fonction des conditions extérieures, et il ne sait pas votre hauteur par rapport au sol, il vous donne une certaine performance d'avion. Ce qui veut donc dire que si vous voyez que vous êtes en train de vous louper, que vous tirez aussi fort que vous pouvez, sur un avion d'ancienne génération, vous allez peut-être le tordre un petit peu et si vous avez assez de vitesse, réussir à vous en sortir. Sur un avion moderne, il va également vous donner une ressource pour la maintenance, pour ne pas tordre l'avion. Or, il y a peut-être le sol. Ce qui nous amène
vers des soucis en meeting aérien, comme on a pu le voir avec par exemple le Rafale Marine lors d'une journée des familles. Vous voyez ce Rafale qui se rapproche dangereusement de la mer, qui fait Moïse, tout le monde a trouvé ça beau, mais il n'a pas fait exprès. C'est un souci de point clé départ, nez vers le bas. Pareil avec les Anglais. Vous voyez ce Typhoon lors d'un meeting aérien en Angleterre qui se fait très peur. Pourquoi? Parce que soit il part avec trop de vitesse, soit il est trop bas. Même problématique pour ce Mirage 2000, où encore une fois, eh bien, on se retrouve à tirer, mais là, ça vient d'où? Ça vient des paramètres d'entrée dans la figure. Vous avez un magnifique exemple avec ce F-16 des Thunderbirds, où le pilote se trompe entre le QFE et le QNH, l'altitude qui est par rapport au niveau de la mer et la hauteur qui est par rapport au terrain. Il fait sa manœuvre de passer sur le dos et ensuite de tirer sur le manche par rapport à l'altitude, alors qu'il aurait dû le faire par rapport à la hauteur au-dessus du terrain. Il lui manque donc plusieurs milliers de pieds, ça ne passe pas, il s'en rend compte et il sort de l'avion. Il a perdu un petit peu de taille lors de l'éjection, ce pilote, mais il est vivant et ça n'a tué personne au sol. Pourquoi? Nous allons en parler grâce aux sphères de sécurité et à la réglementation des meetings aériens. Malheureusement, un pilote moins expérimenté en meeting aérien, sur Typhoon en Italie, a eu moins de chance, est rentré trop bas, trop rapide, et a essayé de piloter l'avion jusqu'au bout et a tapé la mer devant sa famille. Vous avez également un autre exemple des Marines américains avec un F-18 qui vient taper la piste à El Toro. Il a perdu son aptitude médicale, ça a tapé très fort, le pilote est toujours vivant, mais voilà, comme je vous disais, c'était malheureusement son dernier vol. Donc tout ça, on peut voir ça comme du facteur humain, on peut voir ça comme du non-respect de points clés. Pourquoi? Parce que piloter en meeting aérien, ce n'est pas facile et ce n'est pas le cœur du métier normalement des pilotes démonstrateurs classiques. On l'a vu avec l'armée de l'air où les deux avions de la patrouille, les deux Rafales de la patrouille tactique se sont percutés, heureusement sans grands dégâts, à Cognac il y a maintenant à peu près un an. Eh bien, vous avez deux grandes catégories de pilotes de meeting. Vous avez le pilote professionnel de meeting Patrouille de France, ou vraiment qui s'entraîne énormément, comme le présentateur Alpha de l'armée de l'air. Et vous avez après les instructeurs en unité qui en font un peu comme ça. Moi, c'était mon cas sur Rafale Marine. Très peu de vols d'entraînement, très peu de formation là-dedans. Et donc, il faut faire très attention. On est rapidement son pire ennemi. Toujours est-il, là on a vu la partie facteur humain. Il y a également la partie moteur. Vous avez probablement vu ce Harrier au niveau de la plage qui perd sa propulsion et là, eh bien, il n'y a pas de solution, vous êtes obligé de vous éjecter. Il y a également un cas très connu, c'est en Alberta en 2010. Vous voyez ce magnifique CF-188 qui, sur une musique très bien choisie, Staying Alive, essaye de rester en vie suite à la perte de son moteur droit. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, on pourra faire toute l'étude très précise de cet accident qui ressemble un petit peu. Et qu'est-ce que l'on voit? En fait, on voit qu'il perd la propulsion d'un côté. Au moment où il veut remettre la post-combustion, il n'y a qu'un seul réacteur qui passe en post-combustion, ce qui crée un problème de VMCA, de vitesse minimum de contrôle dans l'air à cause du couple. L'avion n'est plus pilotable, il n'a pas assez d'altitude pour réduire les gaz, pousser, capitaliser sur la perte d'altitude, refaire de l'énergie cinétique, et donc il est obligé de s'éjecter. Encore une fois, heureusement, il s'en est bien tiré, et comme par hasard, au sol, il n'y a pas eu de souci. Alors pourquoi est-ce qu'au sol, il n'y a pas eu de souci? Parce qu'on a de la réglementation à respecter, réglementation de meeting aérien, mais également réglementation au niveau des armées pour les présentateurs. Vous devez respecter une certaine distance par rapport au public, qui est fonction de votre trajectoire et de votre vitesse. Donc si vous arrivez perpendiculaire au public, vous ne devez pas, par exemple, vous rapprocher à moins de 400 mètres. Si vous passez parallèle, encore une fois, il y a des altitudes minimum de survol, des choses comme ça. Néanmoins, et là j'insiste, vous pouvez vous retrouver dans ce qu'on pourrait appeler le coffin corner, le coin un peu du cercueil avec votre avion. Typiquement, le CF-188 canadien passe à basse vitesse, haute incidence, basse altitude. Donc attention, il ne faut pas oublier c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'est pas de voler le plus bas possible, sinon les gens à 3 rangs derrière, ils ne vous voient pas. Mais quand même, vous êtes en dessous de 300 pieds sol, vous n'avez pas assez d'altitude, assez de hauteur, utilisons les bons termes, altitude par rapport à la mer, hauteur par rapport au sol, pas assez de hauteur pour récupérer. Donc là, vous avez beau avoir un bimoteur, si vous perdez un réacteur, vous êtes en dehors du domaine de récupération, ça va à l'éjection. Alors vous allez me dire, il ne faudrait pas. Mais quand vous volez avec un monomoteur de base, une démo F-16, s'il perd le moteur, ça marche pas. Donc après, c'est de la culture du risque et ça arrive très rarement. Mais si ça arrive, ça a été réfléchi et c'est pour ça que vous voyez que ce EF-18 Hornet a tapé dans la zone du terrain. Maintenant, est-ce que par moment, il y a des accidents en meeting aérien et ça va taper en dehors des zones? Oui, mais comme je vous l'ai dit, il y a de la réglementation, c'est réfléchi, on essaye de minimiser la prise de risque dans l'aviation, c'est ça la philosophie. Donc en résumé, attention aux points clés.
Si vous n'avez pas les bons points clés, vous devez interrompre votre figure, sinon vous risquez de faire comme toutes les vidéos qu'on a vues avant. Attention également aux hautes incidences, où vous pouvez ne pas avoir de porte de sortie. Et là, qu'est-ce que l'on voit sur cette vidéo du 20 mai? On voit donc le passage rapide, ça ne monte pas comme ça monte d'habitude, dans la mesure où soit c'est volontaire de sa part ou pas, mais on voit clairement que le F18 normalement peut grimper beaucoup plus. Il interrompt sa montée, il fait une sorte de palier, on le voit monter en incidence, il est donc comme le CF188 en Alberta, à très haute incidence, et là on ne sait pas s'il perd un moteur, deux moteurs, il y a quand même de grandes chances que ce soit un souci lié à la propulsion, et l'avion commence à partir vers le bas, il part nez bas, il fait cette espèce de demi-tonneau, et il y a éjection du pilote. Donc je ne sais pas pourquoi il en arrive là. Si je devais mettre tout scène sur quelque chose, je pense que c'est lié au groupe moto-réacteur, au groupe motopropulseur, donc un problème par rapport à la création d'énergie dans l'avion. Est-ce qu'à ces incidences-là, la panne d'un seul moteur peut entraîner ça? Oui. Quelle est la bonne solution? Eh ben, vous voulez en fait essayer de récupérer la bonne attitude, mais comme vous êtes à très très basse vitesse, néo avec peu d'énergie, ben, vous n'avez pas beaucoup d'options malheureusement. Et donc il a sûrement essayé de faire ce qu'il pouvait. Si l'avion part comme ça, c'est peut-être à cause d'une poussée dissymétrique, qu'on ne soit pas à l'abri que ce soit un souci sur un des deux réacteurs qui intervient à un moment où vous êtes avec une faible vitesse, très haute incidence et du coup très très peu d'options à cette hauteur-là, même si c'est plus haut qu'en Alberta. Le siège éjectable, c'est un MK14 qu'on a sur T45 également et sur F16, F18. Il y en a plus de 2200 qui ont été construits. Et même s'ils sont des sièges 0,0, donc au sol à l'arrêt, vous pouvez vous éjecter, quand vous commencez à vous enfoncer, votre domaine d'éjection se réduit. Regardez, vous avez ce stylo. Ce stylo, c'est votre avion. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Si vous décidez de vous éjecter à l'arrêt, il faut une certaine vitesse pour sortir, mais si vous tombez, il faut une vitesse beaucoup plus forte, une propulsion beaucoup plus forte pour annuler cette variation négative. Donc je pense, on le verra au compte-rendu, ça me fait penser à un crash de Rafale Marine, où le compte-rendu de l'enquête disait si le pilote s'était éjecté 0,25 secondes plus tard, il serait sûrement pas là. Et je pense que là, on doit être à peu près dans le même rapport, ce qui nous montre bien également l'importance d'intellectualiser pour un pilote ses portes de sortie et ses décisions d'éjection ou d'utilisation de systèmes de secours. Ça nous renvoie vers l'accident qu'il y a eu par exemple dans le sud de Toulouse il y a quelques temps maintenant avec un prototype où un des points est la difficulté de décision de tirer sur le système de secours. C'est un cas différent parce qu'il était même en dehors de l'enveloppe d'entrée de jeu. Mais c'est très important en tant que pilote, si vous faites du Cirrus, si vous faites de l'ULM, si vous avez un parachute, de bien réfléchir au-delà de la procédure au cas d'emploi. Comme quand vous fabriquez une maison, vous allez réfléchir à comment est-ce que je vais me balader d'une pièce à l'autre, ça sera quoi ma journée type. Pareil dans le business ou autre. Donc c'est bien vous projeter au-delà de la procédure qui dit en dessous de 10 000 pieds, avion hors de contrôle, éjection. Ok, si je suis dans ce cas-là, à quoi ça ressemble? On a des cas en Cap 10, par exemple, petit avion de voltige, de personnes qui essayent de sortir de l'avion parce que l'avion est hors de contrôle ou autre. J'ai volé sur Cap 10, j'ai volé sur Extra 200, j'étais jeune pilote, je connaissais la procédure, mais je m'étais jamais projeté mentalement à essayer d'imaginer, ok, donc là je fais une boucle, et là le manche est bloqué, j'arrive plus à sortir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment ça va se passer? Et c'est ce qui fait ces 0,25, ces 0,5 secondes d'écart entre la vie et la mort. Donc s'il y a une chose que l'on peut retenir du crash de ce Hornet en Espagne, c'est la célérité avec laquelle vous devez accepter votre plan de secours, votre plan de survie. Ça ne passe pas, ça ne marche pas, quelle que soit la raison. Et j'ai envie de dire, même si c'est le pilote qui a coupé les deux moteurs, qui a fait n'importe quoi, et attention, hein, je pense pas que c'est ce qui soit passé, mais l'objectif là, c'est la survie, et donc il faut avoir bien réfléchi à quels sont mes critères de go, no go pour l'éjection, quand est-ce que j'y vais, parce que le siège éjectable, comme les plans B, souvent, c'est pas magique. Vous avez des moments où il faut prendre la bonne décision au bon moment. Et ça, j'insiste, 90% du succès, c'est en amont, en anticipation. Les meetings aériens, c'est que ça. Et voilà, c'est vraiment le message avec lequel je vais vous laisser. Vous voyez ce pilote de F-18, vous voyez la patrouille de France, vous voyez les démonstrations Rafale ou autres. Rien n'est laissé au hasard. Et croire que les pilotes pensent qu'une fois dans l'avion, ils pourront prendre la bonne décision 100% des fois. C'est absolument se méprendre sur la culture aéronautique et ce qui nous a amené au niveau de sécurité que l'on a actuellement. Anticiper, connaître ses critères de go-no-go, avoir du concret sur lequel s'appuyer quand on pilote son avion. Hors de contrôle, tel taux vario, telle altitude, je discute pas, je sors. C'est ce qui sauve des vies dans l'aérien.
Maintenant, encore une fois, au sol, vous voyez, il n'y avait rien en dessous. Sinon, on a eu des cas avec des pilotes qui restent dans l'avion jusqu'au bout. On l'a vu avec un Mirage 2000 récemment, qui s'assure d'avialité, d'amener l'avion dans une zone où il n'y a rien avant de tirer la poignée d'éjection. C'est une très bonne chose. C'est encore mieux si vous connaissez bien votre domaine d'éjection. Comme ça, eh bien, vous avez votre critère de go-no-go. Vous savez à quel moment il faut tirer la poignée. Et vous pouvez piloter en pleine conscience votre avion jusqu'au dernier moment et pas vivre pendant des années après en vous disant peut-être que si j'avais guidé l'avion 3 secondes de plus, ça aurait pas fait ci ou ça aurait pas fait ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris 2-3 petites choses. De toute façon, on fera une vidéo une fois que le compte-rendu de l'enquête sortira, probablement d'ici 1 an ou 2. Ça sera très intéressant, tout comme on va garder un œil sur le renouvellement de la flotte espagnole. Ça parle de F-35, ça parle de Typhoon, ça parle un peu de tout. On garde un œil là-dessus. À très bientôt sur la chaîne. Fly safe. Et si vous voulez aller plus loin avec les méthodes de l'aviation, au-delà du cockpit, il est sur Amazon en V3, vous pouvez le commander directement sur debrief.org. Et si vous aimez bien la sécurité, et puis on intervient en entreprise avec Debrief, on fait de l'acculturation, on vous fait profiter du meilleur des méthodes de l'aviation, que ce soit militaire ou commercial, on fait un mix de tout ça, Amérique du Nord, Europe. Bref, ça fonctionne bien, n'hésitez pas à nous contacter. Fly safe.